Rebonjour. Ravi de vous accueillir là pour une nouvelle keynote hyper intéressante qui vous concerne tous. L'écologie est-il un problème de riches? Donc j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Ferreira, journaliste à l'ADN, qui va animer cette table ronde avec deux grands patrons, que sont Philippe Berléand, CEO de La Redoute, et Stéphanie Hospital, CEO de One Ragtime. Elsa. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour parler en effet d'écologie et du coût de la transition écologique. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il est nécessaire que les entreprises fassent cette transition écologique. Je pense qu'on est aussi d'accord pour dire que cette transition, elle a un coût qui n'est pas le même pour tout le monde, qui n'est pas supportable de la même façon pour tout le monde. On aura des grands groupes qui auront des reins financiers plus solides pour se mettre en ordre de marche. On aura des PME qui seront plus flexibles. Alors, l'écologie, un problème de riches. Pour répondre à cette question, j'accueille Stéphanie Hospital, qui est la fondatrice du fonds d'investissement One Ragtime, et Philippe Berléand, le PDG de La Redoute. Merci de nous rejoindre. Merci de prendre place autour de cette table ronde. Avant de commencer la conversation, je pense qu'il serait intéressant de revenir une petite minute sur le rôle que l'État français, que le gouvernement et que l'Union européenne a eu ces dernières années, parce qu'il y a eu beaucoup de réglementations qui ont été prises depuis quelques années avec l'ambition d'amener les entreprises dans un mouvement collectif vers plus de durabilité et de responsabilité environnementale. Pour en citer quelques-unes, on a la loi AGEC qui a été passée en 2020, donc contre le gaspillage pour l'économie circulaire, et qui a eu entre autres comme effet de mettre en place un indice de réparabilité pour les appareils électroniques et électroménagers. On a la loi Climat et Résilience aussi 2021 qui a mis entre autres encore une fois en place les éco-scores, qui est une sorte d'étiquette Nutri-Score de l'écologie qui sera placée sur les produits et services l'année prochaine normalement. Et puis on peut aussi noter que demain à l'Assemblée nationale sera discutée une loi pour encadrer la fast fashion. Donc on verra les contours de cette loi, en tout cas c'est discuté demain. Et au niveau de l'Union européenne, on a la CSRD qui étend et encadre les rapports extra-financiers des entreprises, dont La Redoute, Philippe Berléand, vous êtes touché par vous allez devoir faire ce rapport extra-financier. Est-ce que en 2026, vous allez devoir publier votre premier sur l'exercice 2025, donc vous commencez déjà un peu à mettre tout ça en marche. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est, en quoi ça consiste, quels indicateurs on met dedans, comment on met tout ça en place au sein d'une entreprise comme la vôtre ? 1, 2, ça marche, voilà, pardon. Oui, la CSRD, c'est un terme qui commence à être dans le jargon quotidien de tout le monde. Les entreprises, selon leur taille, vont devoir s'y conformer plus ou moins vite. Voilà, une entreprise comme nous, c'est 2026 et il faut déjà avoir acquis les données de 2025 pour publier. Alors la CSRD, c'est quoi? Pour moi, c'est le politique qui fait de la RSE un sujet politique. Qui veut dire qu'on considère que l'entreprise fait partie s'encastre dans la société, fait partie de la société et l'entreprise ne peut pas générer des profits sans considérer tout l'impact qu'elle a sur la société. Voilà. Et donc c'est un acte politique fort. On avait eu la RSE version philanthropisme, mécénat. On a eu la version RSE qui consistait à dire si je suis meilleur pour la planète, je vais avoir de meilleurs profits, des sortes d'incantations qui en fait ne marchent pas vraiment et qui figent un peu les choses. Aujourd'hui, politique a pris cela. C'est la suite des accords de Paris, c'est la suite de tout un tas de démarches que vous les avez citées. La CSRD, c'est ce qui englobe un peu tout ça et qui met un cadre comptable à la RSE. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise devra publier, au-delà de ses résultats financiers purs, tous ses impacts, en tout cas les impacts majeurs qu'occasionne son activité sur la société. Alors la CSRD, c'est quoi? C'est un référentiel dit ESG, qui n'est pas un terme nouveau, mais qui considère tous les impacts environnementaux que l'entreprise peut avoir, les types de pollution, la consommation des ressources, la consommation d'eau, son impact sur la biodiversité, enfin tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le social, que ce soit pour les salariés de l'entreprise ou les salariés de sa chaîne de valeur,
quelles sont les conditions de travail, est-ce que les réglementations sont vérifiées, est-ce que les équilibres, diversité, parité, tout ce qu'on veut, comment ils sont gérés. Et puis G, gouvernance, ça veut dire est-ce que l'entreprise a quelle est sa culture, comment elle est dirigée, comment elle lutte contre la corruption, enfin tout le comportement un peu plus éthique de sa gouvernance. Voilà. Donc ça, globalement, ça veut dire que la CSRD embrasse tous les sujets d'impact sociétaux. Alors, à l'intérieur de ça, il y a l'écologie, je l'ai dit, c'est le premier, c'est le E. Voilà. Donc, en quoi ça consiste ? Ça consiste à identifier dans son business, dans sa stratégie, ce qui fait l'impact de son activité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer tout, il faut considérer ce qui est vraiment majeur, matériel. La CSRD, ça commence par faire une analyse de double matérialité. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans mon activité et qu'est-ce qui est vraiment impactant pour la société ? Cette double matérialité, quand on fait l'analyse stratégique, on identifie ce qui crée vraiment l'impact sur la société dans son activité. Moi, par exemple, je suis commerçant, certes, mais je mets sur le marché des produits, je fais fabriquer. Ça veut dire que finalement, mon empreinte essentielle dans ce cadre-là, sur l'écologie, c'est ma consommation de ressources, quelles ressources naturelles j'utilise, est-ce qu'elles sont plus ou moins impactantes, est-ce qu'elles sont renouvelables, par exemple, comment j'utilise de l'énergie dans ce processus de fabrication. C'est surtout cette partie-là qui a un impact. Donc, je vais me concentrer sur la publication d'indicateurs, rendant compte de ma performance et de mon amélioration dans le temps sur ces sujets-là. Je ne vais pas m'intéresser à des choses qui n'ont pas d'intérêt pour moi. Donc, je ne serai pas soumis à publier des indicateurs. Voilà. C'est moi qui décide quels indicateurs je publie parce que je considère et je démontre que c'est là où j'ai un impact. Et qui c'est qui s'occupe de les calculer, ces indicateurs au sein de l'entreprise ? Alors ça, c'est une démarche, on démarre, et donc vous avez d'abord une analyse stratégique, j'identifie, et après on aura dans la fonction financière, là on étend je dirais le scope d'une direction financière classique, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'organisera, vous aurez quelqu'un qui sera responsable, comme il y a un directeur financier responsable de publier ses comptes, il y aura un responsable au sein de la direction financière de la publication des comptes extra-financiers. Voilà. Et donc il y aura des gens qui seront là avec ce métier d'audit, quelque part des sources de données, de calcul qui certifieront. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais votre analyse de double matérialité, votre publication sera certifiée par un tiers. Voilà, un peu comme un auditeur, un commissaire aux comptes de ces comptes-là. Donc ça veut dire que c'est très sérieux et on voit bien que le politique agit sur l'entreprise, doit rendre des comptes sur tout l'impact qu'elle a sur l'ensemble de la société et non pas uniquement sur protéger finalement les actionnaires du fait qu'elle fait bien des profits et que ces comptes sont justes. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est complètement une intervention du politique dans le scope d'une entreprise. Et ce sera également public pour les consommateurs qui voudraient éventuellement voir ce rapport de transparence. Exactement. Donc, on voit bien que la sphère politique, elle intervient pour obliger les entreprises, mais la coercition elle va venir de la comparaison. C'est-à-dire que à partir du moment où ça sera transparent, que je publierai des choses, on pourra être comparé, que ce soit par certaines organisations non gouvernementales qui veulent faire du lobby, les clients pourront avoir accès à mon comportement d'entreprise et mon impact global. Alors il y a donc ce rapport extra-financier, il y a d'autres initiatives qui sont mises en œuvre. On a parlé de l'éco-score qui sera peut-être encore plus transparent pour le consommateur, plus facile de comparer les différents produits et services. Vous avez aussi mis en place de la seconde main. Qu'est-ce que vous faites en plus de ce rapport pour faire votre transition ? Alors, ce n'est pas le rapport qui fait la transition, vous avez raison, mais le rapport rend compte de ce que je fais. Et je dois multiplier les initiatives pour que les indicateurs que je vais choisir évoluent dans le bon sens, évidemment. Donc oui, mettre à disposition de mes clients une offre de deuxième main, c'est une manière d'agir sur la durabilité et l'allongement de la durée de vie des produits. Et on sait que c'est ça qui abaisse l'empreinte carbone finalement de la production. On a commencé tout simplement par mesurer l'empreinte carbone et on sait d'où elle vient. Donc ça permet d'agir. Et par exemple, moi, je vous le disais tout à l'heure, c'est la fabrication des produits que je vends qui sont l'essentiel de mon empreinte carbone et de ma consommation d'eau d'ailleurs. Et donc du coup, un levier majeur pour moi, pour abaisser ça, c'est de faire de l'éco-conception. Vous voyez, on est vraiment dans des cœurs de métier de l'entreprise. Nous, notre chiffre d'affaires, il est fait à 2 tiers par des produits que l'on design nous. Donc on a un vrai levier sur quelle matière je choisis. Est-ce que je reste en coton? Est-ce que je passe en coton bio? Est-ce que je passe un certain nombre de produits de coton à lin qui a un meilleur impact environnemental? Est-ce que je ramène des productions d'une zone A à une zone B parce que, par exemple, non pas qu'elles soient plus proches, plus éloignées, mais la région est alimentée en sources d'énergie fossile ou pas. Il y a tout un tas de choses. On voit bien que tout ça, c'est une démarche de fond qui n'est pas une RSE de surface qui consiste à dire j'ai fait ceci pour... Non, on est vraiment dans le business model et la CSRD, ça vient juste être finalement la comptabilité de tout ça. Au fond, avant la CSRD, il faut être
partie dans cette profondeur, je dirais, de transformation de l'entreprise pour reconsidérer jusqu'à la conception des produits. Bien sûr qu'il y a d'autres enjeux pour la Redoute, abaisser l'empreinte carbone de la livraison, abaisser l'empreinte carbone de ses surfaces immobilières, travailler sur la diversité, voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Mais ce qui compte vraiment pour la planète, en l'occurrence si on reste sur l'écologique, c'est vraiment cette empreinte carbone, cette consommation de matière, et ça passe par l'éco-conception. Alors, on est ici aussi pour parler du coût. C'est quoi le coût de toutes ces mesures, de toutes ces transitions, et qui supporte ce surcoût, si surcoût il y a ? Alors ça, c'est une vaste question. Le coût, on parle souvent du coût de la transition énergétique, et on sait que c'est plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de milliards à l'échelle planétaire, et ça touche tout le monde. Ça va toucher, c'est une espèce de modification systémique. Moi, si je suis sûr que si je passe de coton à lin, ça a un impact sur mon coût produit. Est-ce que c'est plus cher, moins cher ? Est-ce que le client il est prêt à payer une matière coton bio qui est plus cher que du coton ? Voilà, donc c'est tous ces arbitrages que je dois faire. Donc il y a une répartition de ce coût quelque part. Soit je m'assois sur ma marge. Bon, ça peut durer, mais pas totalement longtemps. Il faut que je continue à gagner de l'argent parce que c'est développement durable, c'est quand même durable aussi pour l'entreprise. Qu'est-ce que le consommateur va être prêt à payer ? Donc dans cela, c'est à quelle vitesse il va accepter de changer ses habitudes. On parlait, vous avez un exemple, est-ce qu'aujourd'hui, je crois que c'est Enrique Martinez qui évoquait ça en keynote d'ouverture, est-ce que vous achetez une télé cheap à 150 € ou est-ce que vous prenez un modèle qui va être beaucoup plus durable à 4 fois le prix, à 600, 700, 800 ? Bon, si vous n'avez pas l'indication, si le consommateur n'a pas conscience qu'au bout de l'obsolescence va être beaucoup plus rapide, il va faire un calcul court terme. Donc c'est ce court terme, moyen terme dans lequel il faut modifier nos habitudes de consommation. Fin du mois, fin du monde, c'est un débat. Voilà. Donc on est vraiment sur un changement systémique. Le coût, il va être réparti. Il va être réparti entre évidemment les entreprises. À nous d'être malins, de faire les changements qui sont moins coûteux pour la planète, et qui sont moins coûteux possible pour le consommateur. Il y aura un changement d'habitude des consommateurs. Donc ça va être un changement qui est tricky et qui n'est pas évident à faire. Et c'est pour ça que le politique entre en jeu et oblige et nous contraint quelque part à bouger. Stéphanie Hospital, je me tourne vers vous. Vous soutenez les jeunes pousses via votre fonds d'investissement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez encore des entrepreneurs qui viennent vers vous avec des business plans qui ne prennent pas en compte ces conditions écologiques ? Alors, je crois que ça fait partie aujourd'hui de la réflexion de tout entrepreneur. On a souvent des entrepreneurs qui viennent en se disant « je veux changer le monde ». Ils vont avoir une ambition de faire des choses différemment. C'est la liberté d'entreprendre. C'est pour ça qu'on entreprend, c'est qu'on a la feuille blanche. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que déjà, d'un point de vue aussi réglementaire, nous, fonds d'investissement, on doit suivre et s'assurer que les entreprises dans lesquelles on investit respectent ces critères ESG. Donc, on est soumis aussi à ce reporting. Et si on ne mesure pas, on ne peut pas agir. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Nous, en tant que fonds d'investissement, on ne se markete pas comme fonds d'impact, mais on est un fonds à impact, puisqu'on respecte là aussi une réglementation européenne qui incite les fonds à avoir un certain nombre de quotas d'entreprises dites à impact dans leurs investissements. C'est la directive européenne 2019-2088 qui, depuis 2019, classifie les fonds en fonds article 8, article 6, article 9. Donc quand on est article 8, on s'engage sur des quotas. Mais plus important, je pense que c'est l'intention qu'on doit avoir. Et c'est vrai que chez One Ragtime, on a investi à la fois dans des entreprises qui sont des entreprises qui vont être sur des modèles classiques d'exécution, de place de marché, mais on va s'assurer, ou de fintech, ou d'entreprises en l'IA. Mais ce qui nous passionne encore plus, et ça c'est toute la liberté du choix de l'investisseur, c'est d'aller choisir des entreprises qui vont concilier les deux, qui vont concilier impact et performance. Je vais prendre quelques exemples. On a par exemple investi dans une société qui s'appelle PickMe, qui fait partie du Challenge Startup, qui permet de faire la livraison dernier mètre par les voisins. Donc il y a une augmentation du pouvoir d'achat pour le voisin qui va réceptionner le colis, mais aussi un coût évité de livraison qui n'est pas arrivé jusqu'au bout. Donc là, on concilie fin du mois, fin du monde. On va aussi un peu plus loin. On a été investi récemment dans une société qui s'appelle Stockhelp, où les entrepreneurs se disent mais en fait, c'est pas logique que quand il y a de la surproduction agricole, elle puisse pas être valorisée. Donc Stockhelp, qu'est-ce que c'est ? C'est une place de marché qui va aller
mettre en avant et permettre aux agriculteurs, aux coopératives de valoriser leur surproduction agricole auprès d'industriels, donc de fluidifier ça. On va encore un coin plus loin quand on a des entrepreneurs qui se disent en fait l'enjeu c'est toutes ces dépenses marketing qu'on fait tous, il faut derrière les mobiliser pour la planète. Donc on est très fiers aussi d'accompagner une société comme Captain Cause qui permet aux entreprises de flécher leur budget marketing derrière des associations avec des mécaniques d'engagement. Par exemple, c'est le loto de la biodiversité par Captain Cause avec la Française des Jeux, où les gains vont vers des associations pour la biodiversité. Et ça, on l'a partout. Et je vois aujourd'hui une tendance de fond sur l'investissement, où en fait, on va à la fois mieux valoriser les ressources existantes, s'assurer qu'il y a une véritable transformation des déchets aussi. Donc, on parle souvent de la production de batteries qui est très consommatrice en minéraux. Mais aujourd'hui, les principaux composants qu'on va avoir besoin pour faire des batteries, on va les trouver dans nos décharges. Donc, il faut encourager toutes ces initiatives. Et puis, là encore, l'économie de la seconde main, elle s'applique partout. Je crois que, Philippe, tu l'as déjà implémenté à la Redoute. Nous, on a aussi cœur de faire ça. Donc, je vais prendre un exemple. On parle souvent de l'impact en fait, de nos ordinateurs, de nos portables en termes de pollution. Et un des enjeux, en fait, c'est de pouvoir mieux utiliser ces ressources. Donc, on a par exemple investi dans une société avec OneRactime qui s'appelle Hive, qui permet d'aller utiliser votre puissance de calcul restante et votre capacité de stockage en la partageant dans un réseau privé et faisant en sorte que quand elle ne fonctionne pas, les téraoctets que vous avez dans vos ordinateurs qui ne fonctionnent pas, ils puissent être réutilisés, mis, je dirais, au profit de la communauté. Donc tous ces modèles communautaires, ces modèles de réutilisation des ressources montrent bien que les entrepreneurs aujourd'hui, en fait, dès le départ, ils ont envie de faire différemment. Mais alors ça, du coup, c'est des opportunités économiques qui viennent d'entreprises qui sont natives, en fait, d'une économie en crise. Est-ce que, pour autant, c'est possible pour des entrepreneurs de faire ce pivot? Ou est-ce que ça, c'est vraiment seulement adapté à des jeunes pousses, justement? Je pense qu'on peut tous le faire. C'est une question de courage, c'est une question d'envie. Moi, en tant qu'entrepreneuse, dans la façon dont je conçois mon entreprise et pour répondre aussi à l'envie de mes collaborateurs de me suivre, si je ne montre pas l'exemple en étant responsable dans la façon dont je consomme, et nous on a la chance en tant que fonds d'investissement de pouvoir flécher nos investissements, on ne sera pas suivi. Et je pense que c'est pareil pour les marques avec les consommateurs. On a une place de marché qui marche très fort, qui s'appelle Shoes. On sélectionne des marques éco-responsables. Et il y a un engagement très fort, on a envie d'y retourner. Et c'est ça aussi, c'est que le consommateur, il a envie. Alors, il a envie quand il peut, parce qu'on a bien vu sur le retour en arrière qu'on a eu cette année sur le bio, c'est que quand il n'y a pas le pouvoir d'achat en face ou quand le surcoût écologique induit un surcoût aussi pour le consommateur, parfois, il n'a pas le choix. Et là, effectivement, on revient à la logique de c'est un problème de riches. Donc, il faut qu'on ait tous les moyens, en fait, d'avoir cette consommation vertueuse. Pour compléter, en fait, on est un peu à l'aube d'une transformation qui est un peu celle qu'on illustre ici, qui est la transformation digitale. Il y a quelques années, on se disait, mais moi je ne suis pas digital, non, il fallait se transformer. C'est une question de vie ou de mort. C'est un peu la même chose là. Peut-être encore plus profondément dans les business models, parce que on va transformer encore plus de choses que le digital, à mon sens. Mais on n'est pas sur un choix. C'est que le mur, il est là et il va falloir le passer. Donc même quand vous êtes déjà un acteur, et moi, à la Redoute, j'y ai fait 12 ans, mais c'est une boîte qui a 190 ans. Donc, si vous voulez, des révolutions et des pivots, voilà. Alors, c'est sûr que ça pose la question de la capacité de l'entreprise à se réinventer, à se transformer en profondeur. Et ces mutations-là sont pas triviales. Et si c'était trivial, on l'aurait déjà tous fait, je pense. On peut quand même se dire que la bonne volonté de tout le monde de travailler au bien commun, elle n'est quand même pas inexistante chez les entrepreneurs ou les dirigeants. Si c'était facile, je pense qu'on aurait déjà résolu le problème du climat. Ce n'est pas facile, donc il faut à la fois avoir la conviction, avoir la résilience de le faire, il faut être très créatif, ça c'est sûr, et c'est, comme je le disais tout à l'heure, maintenant on est passé à un mode politique, c'est-à-dire que s'il n'y a pas cette coercition, le rythme il va être trop lent. Voilà. Donc on voit bien que maintenant on fait des voitures électriques, alors est-ce que c'est une bonne chose, on peut en débattre, mais en tout cas aujourd'hui c'est sûr qu'on ne pourra plus faire de voitures diesel.
Et donc il y a des interventions du politique de plus en plus fortes parce qu'il faut hâter le pas. Voilà. Et donc toutes les contributions sont bonnes et quand l'État intervient, alors est-ce qu'il intervient bien assez loin, assez fort, au contraire trop fort, ça je laisse le débat, mais on voit bien qu'il s'implique. Il y a eu les accords de Paris, ces initiatives se multiplient et nous donnent le cap. Elles agissent sur les entreprises, elles agissent aussi sur les citoyens qui sont nos consommateurs. Donc tout le monde, et j'insiste sur le rôle du politique parce qu'effectivement c'est pas simple, donc si on n'est pas poussé, si on n'est pas aiguillonné malgré notre bonne volonté, voilà, ça pousse à être créatif. Oui, puis le politique, du coup, fait en sorte que les entreprises ne sont pas laissées derrière, quoi. Tout le monde doit s'y mettre en même temps pour qu'il y ait un mouvement commun et que ce ne soient pas les pionniers qui essuient les plâtres, en fait. Non, tout à fait. Enfin, franchement, l'entreprise fait partie de la société. Elle ne peut pas ignorer la société. Elle ne peut pas être drivée que par du profit qui détruirait le bien commun. Ce n'est pas possible. Il y a le politique, mais il y a aussi le financier. Stéphanie, est-ce que vous remarquez, vous, que les investisseurs, ils sont motivés par ce caractère écologique ? En fait, on est motivé par le fait d'avoir de l'impact. Je pense qu'en tant qu'investisseur, moi, ce qui me passionne, c'est de me dire, voilà, là, l'argent que je vais contribuer à mettre dans cette entreprise, elle va avoir un impact bénéfice demain parce que à horizon 2027, on aura peut-être 1 milliard de dons qui auront été faits sur des associations de DIFT, qui auront été faits sur des associations autour du climat par Captain Cause. Et voilà, c'est ça qui nous motive, c'est d'arriver à se dire à un instant T sur une feuille blanche, on peut contribuer à dévier une partie de l'épargne et la mettre au travail pour contribuer à une amélioration du climat, une amélioration de l'inclusion sociale, mais aussi tout en ayant de la performance, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si vous, et moi je le vois avec nos entrepreneurs, nous on a un modèle où nos investisseurs peuvent choisir soit de faire des projets par projet, soit faire des fonds. Un projet, alors tous ils ont envie de faire de l'éducation, de la santé, du climat. Maintenant, si on leur présente un projet qui n'a pas des perspectives économiques ou derrière l'argent qu'ils mettent pour avoir une certaine rentabilité, on ne peut pas le faire. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on arrive dans un moment où les entrepreneurs, ils ont envie de changer, d'avoir de l'impact, mais aussi de réussir. Parce que la meilleure façon pour pouvoir faire ça, c'est d'avoir des business qui marchent. Et donc, de le faire comme des business et pas comme des non-profit, ce qui était parfois un peu le cas sur un certain nombre de sujets dits sociétaux. Et donc, ça, c'est notre pouvoir. Et c'est votre pouvoir à tous aussi. Parce que vous tous, vous pouvez choisir d'investir. Vous pouvez choisir de flécher une partie de votre épargne dans des projets qui vont avoir un impact positif, dans des entrepreneurs qui vont avoir envie de changer des choses, de changer des modes de production. Parce que, in fine, on ne va pas réinventer le monde, hein. Je pense que c'est avant tout une prise de conscience de nous tous que par nos actes au quotidien, on peut changer. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur un point qui est souvent oublié dans l'impact écologique, c'est l'eau. 5 000 à 7 000 litres d'eau consommés par jour par les individus. Les ressources en eau, aujourd'hui, on parle beaucoup du carbone, mais on ne parle pas de l'empreinte de l'eau. Alors nous aussi, dans ce souci d'avoir une action positive, on a investi dans une société qui s'appelle Mayan Lab, lancée par 2 hydrologues climatologues, Emma Aziza et Esther Kreuzer, qui permet d'aller mesurer l'empreinte de l'eau et faire en sorte qu'au quotidien, dans l'agriculture, les productions s'adaptent, mais aussi que les consommateurs prennent conscience que, en fait, notre première action pour le climat, c'est peut-être de consommer localement et d'éviter d'aller prendre des produits trop surindustrialisés qui vont du coup avoir une empreinte d'eau très importante. Et l'eau, c'est certainement un des risques qui fait que, pour le futur, l'écologie, ce n'est pas un problème de riches. C'est que si on a une tension sur les ressources en eau au niveau mondial, c'est la famine, c'est des inondations, c'est des populations entières qui vont être relocalisées et qui vont venir dans nos endroits tempérés où nous, les riches, on a la chance de pouvoir vivre correctement. Donc ça aussi, hein, le politique doit nous aider à mettre beaucoup plus d'attention sur une vision beaucoup plus systémique de l'impact que l'on a sur le climat et de la prise en compte de tous les paramètres, le carbone, mais aussi les ressources naturelles et l'eau. Alors moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça très positif comme conversation et c'est assez rare quand on parle d'environnement. J'ai l'impression que les politiques sont prêts, les entrepreneurs sont prêts, les financiers sont prêts, tout le monde est prêt. Et pourtant, vous m'avez quand même dit en préparation de cette table ronde qu'on n'avait toujours pas de licorne de l'intérêt général. Alors est-ce que c'est juste une question de temps ?
Je pense que c'est une question de temps parce qu'aujourd'hui, on voit que 10% des investissements qui sont faits en venture, en private equity, à peu près, se flèchent aujourd'hui sur des projets d'IA impact. Donc, quand on en aura 50%, on aura 5 fois plus de chances de trouver la future licorne. Et nous, on l'espère qu'on l'a dans le portefeuille de One Ragtime déjà, avec toutes les sociétés qui sont à impact, mais aussi à performance. Alors, avant de... Oui, vous voulez... Non, mais on n'a pas encore de licorne en France, mais regardez certaines réussites quand même. Et puis, est-ce que ces réussites se mesurent là aussi sur des critères financiers qui est la capitalisation boursière? Je ne sais pas. On avait eu la chance de rencontrer Lucie Bache qui a lancé Too Good To Go, par exemple, qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a des très très belles réussites. Alors, Vinted, c'est discutable. Vous voyez, ça a quand même démocratisé la deuxième main qui est censée allonger la durée des produits. C'est discutable sur l'empreinte carbone, etc. Mais voilà, toutes ces initiatives, elles ont quand même bougé le marché de manière extrêmement forte. Voilà. Après, dans tout ça, il faut discerner ce qui est réellement un impact positif pour la planète. Moi, je ne crois pas que ce soit une mode, déjà, dans l'investissement. Je pense qu'il y a une conscience. C'est peut-être un problème de riches, parce qu'évidemment, les riches ont plus de moyens, ils ont plus de responsabilités, quelque part, pour agir, mais c'est le problème de tout le monde. Et on voit bien que cette conscience, elle monte. Elle monte peut-être parce que, comme on se le disait aussi en préparation, on voit les glaciers qui fondent. C'est une réalité. Quand vous montez en montagne, si vous allez faire du ski, de moins en moins de ski. Alors, on fera pas de ski, tant pis. Mais il n'empêche que le glacier, lui, il aura fondu et il ne sera plus là. Donc voilà, c'est tellement concret aujourd'hui que cette conscience, cette urgence d'agir, elle touche de plus en plus de monde. Donc en soi, c'est positif parce que à la fois, ça invite les entrepreneurs et les dirigeants à agir avec conviction, une conviction peut-être plus profonde, et puis les consommateurs à s'adapter. Il n'y a qu'à voir le comportement des jeunes générations qui est pas forcément lisible, mais en tout cas, pour une part, est beaucoup plus conscient de ses limites planétaires que nous l'étions, nous. Vous avez 2 chamoniards sur la table ronde. Donc nous, on voit tous les jours l'impact du réchauffement climatique. C'est 300 mètres d'épaisseur de la mer de glace donc, en 15 ans. Donc ça fait peur. Donc en fait, on est obligé de s'adapter. Je pense que le changement climatique, il est là. L'écologie, c'est un impératif pour tous. C'est une opportunité aussi. Donc il faut transformer cet impératif en opportunité. Et aussi en opportunité de création de valeur, parce que, in fine, si on ne le fait pas, il y aura des impacts financiers pour tous, et des impacts sociétaux, et des impacts aussi sur nous, notre vie au quotidien. Alors, avant de conclure cette table ronde, j'avais envie de vous partager un petit peu de mon expérience personnelle, parce que j'ai chroniqué pendant 1 an pour un magazine économique la transition écologique des entreprises, et j'ai eu à cette occasion l'occasion de rencontrer des entreprises qui ont fait des transformations ou très radicale, ou assez douce. La plus radicale, c'est probablement Ørsted, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est une entreprise, une compagnie d'énergie fossile qui était à 85% énergie fossile. En 15 ans, ils sont passés à 80% d'énergie renouvelable. C'était une transformation marche forcée énorme, mais il y a aussi des choses beaucoup plus douces, et notamment en France. Je pense à une société de transport qui a transformé une très grande partie de sa flotte, 350 autocars sur 550, en biocarburant issus de déchets alimentaires, donc empreinte carbone très très faible. Et une dernière initiative qui m'a beaucoup marquée et qui va vous marquer en tant que chamoniard, c'est Salomon, qui a créé des skis éco-conçus, recyclables, ce qui n'est pas une mince affaire avec les matériaux composites des skis, et qui ont partagé leurs recettes en open source pour que ses concurrents puissent s'y mettre et créer tous ensemble une filière du recyclable. Si je vous dis tout ça, en fait, c'est que moi, ce qui m'a marqué, c'est que déjà, il y a beaucoup de recettes, il n'y a pas une recette, c'est chaque dirigeant doit trouver là où il peut avoir beaucoup d'impact, où il est à l'aise, où il est pertinent. Et aussi, il m'a semblé que le moteur ou le frein de ces transformations n'était pas l'argent, mais vraiment le courage. Du coup, je me dis, plutôt que d'intituler cette table ronde « L'écologie, un problème de riches », est-ce qu'on n'aurait pas dû dire « L'écologie, une affaire de courage » ? Moi, j'ai essayé de trouver la punchline qui allait bien, et j'ai emprunté à Winston Churchill. Il s'y connaissait en gestion de crise, et il dit le changement, il vaut mieux le prendre par la main plutôt qu'il vous prenne par la gorge. Je pense qu'on est exactement dans cette situation, sur cette question de transition écologique. C'est-à-dire que voilà, si on ne fait pas des choses petit à petit, et de plus en plus vite d'ailleurs, un jour, le coût, il sera immesurable. Voilà. Je crois que, moi en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire, et je vous encourage tous de faire ça, c'est de vous dire qu'au quotidien, vous pouvez avoir une action en accompagnant des entreprises qui vont
avoir un impact, le faire dans vos entreprises. Et puis, ça paraît anodin, mais aussi regarder ce qu'on mange. Parce que l'agriculture et l'adaptation de l'agriculture et donc ce qu'on a dans nos assiettes, c'est un des prochains enjeux très très forts pour les années qui viennent et notamment sur la bonne utilisation de nos ressources naturelles. Merci beaucoup à vous deux. Merci Philippe Berlin, merci Stéphanie Hospital. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette table ronde et j'espère que vous allez passer un excellent salon avec toujours l'écologie en tête. Bonne journée. Merci.